Bonsoir tout le monde, hein. Bienvenue à cette 4e conférence du cycle La famille, quelle famille? Et ce soir, le thème, c'est Histoire de famille. Et nous avons le plaisir d'accueillir comme intervenant un sociologue, François Héran, directeur de l'Institut national d'études démographiques, une ethnologue, Martine Ségalen, qui est professeure à l'Université de Nanterre, et puis moi-même, démographe, Gilles Pizan. Et donc je rappelle aux différents intervenants, y compris moi-même, que nous avons 20 minutes pour présenter chacun notre sujet, pour vous laisser du temps pour vos questions. Voilà. Alors je donne la parole à François Héran. Merci. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Ma carrière s'est passée essentiellement dans la réalisation des enquêtes de toutes sortes. Et donc je vais axer mon exposé sur, au fond, les méthodes qu'on utilise pour apprendre ce que nous savons sur la famille. Donc la question que je pose est simple. Nous savons que la famille change, et il en a déjà été pas mal question dans les exposés précédents. Il en sera encore question tout à l'heure. Mais finalement, d'où le sait-on ? Alors, on sait beaucoup de choses sur l'évolution de la famille en France. On sait que la cohabitation sans mariage progresse, les ruptures et les recompositions familiales également. On sait qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales. On sait que les unions se font plus tardives, que les naissances se font plus tard. En France, en moyenne, une femme a 2 enfants, un avant 30 ans, un autre après 30 ans. Bon, c'est 29 ans et demi plutôt que 30 ans, mais on y est presque. On connaît maintenant en détail la façon dont la fécondité se distribue selon l'âge, selon la génération, le rang de naissance. Tout ceci est connu et comment cela évolue dans le temps. On sait par exemple aussi que l'adoption internationale progresse, etc., etc. Très bien, mais d'où le savons-nous ? Et nous avons finalement plusieurs sources de connaissances. Très rapidement, bien sûr, notre expérience familière est une source d'information tout à fait irremplaçable et il ne faut pas du tout la dénigrer. Elle aide d'ailleurs beaucoup le statisticien ou le démographe à prononcer ses diagnostics. Mais le problème de notre expérience, c'est qu'elle reflète un point de vue que nous n'avons sur le monde social, chacun d'entre nous, qu'un point de vue partiel et partial. Et nous ne voyons du monde social qu'une certaine fraction, avec un regard forcément biaisé. Les médias nous renseignent beaucoup sur l'évolution de la famille, c'est incontestable, mais comment sélectionnent-ils leurs observations ? On n'a pas le principe de sélection dont disposent les médias, et ils sont capables, d'une façon assez extraordinaire, de braquer les projecteurs sur des cas qui sont tout à fait exceptionnels ou rarissimes. Les médias sont capables de nous montrer un chair et un os ensemble, les 5 derniers gagnants du loto, alors que la probabilité de gagner le gros lot est à peu près voisine de 0, à peu près. Alors, les œuvres de fiction sont une source extrêmement importante, qu'elles soient actuelles ou anciennes, et il ne faut pas du tout les négliger comme source. Certains sociologues les utilisent abondamment, mais évidemment, là encore, il y a quelque chose de très biaisé dans les œuvres de fiction lorsqu'elles parlent de la famille. Elles parlent beaucoup de la famille. Par exemple, l'homosexualité est formidablement surreprésentée dans les œuvres de fiction, comme le cocufiage était surreprésenté au XVIIe siècle, au XVIIIe, pour ne pas parler du XIXe. Donc on a finalement dans cette vision de la famille un intérêt exorbitant, mais également révélateur, bien sûr, accordé à tout ce qui est transgression, situation extrême, etc. Donc du coup, nous avons quand même besoin, en plus de ces sources, pour en quelque sorte les contrôler, d'une vue d'ensemble. Nous avons, si je peux dire, le piéton qui évolue dans la ville et de son univers familier. De temps en temps, il a besoin de monter au clocher ou au beffroi pour avoir une vue d'ensemble. Et c'est un droit que finalement la statistique ou la démographie bien conçue peut nous donner. Alors, il y a plusieurs façons d'opérer. Il y a une approche plus
qualitative, qui a tout à fait sa légitimité, que j'ai moi-même beaucoup pratiqué. J'ai été longtemps, pendant un certain temps, été anthropologue. Ce sont souvent des monographies, localisées, pas toujours, mais généralement. Elles reposent sur des observations qui sont durables ou répétées. Les entretiens durent parfois très longtemps. Et puis, un des problèmes alors que pose l'approche qualitative ou ethnologique, c'est les traits significatifs, ou jugés significatifs, que l'on va retenir. Et en général, l'expérience montre que les anthropologues privilégient plutôt les règles que les régularités. Ils privilégient ce qui est visible, ce qui est institué, plutôt l'ossature du monde social, les institutions, les gestes, les rites. Et donc, la vie familiale fait partie évidemment de ces morceaux de la vie sociale qui sont très structurés, très ritualisés, voire institués par le droit. Mais bien sûr, les anthropologues sont quand même plus malins que cela, et ils ont aussi beaucoup décrit la façon dont les acteurs jouent avec ces règles. L'approche quantitative, elle a d'autres contraintes. Elle doit d'abord, de plus en plus, respecter la contrainte de représentativité, être capable de parler du tout en disant que par ce biais-là, elle parle aussi de la totalité. Contrainte, c'est très récent. L'idée d'une contrainte de représentativité, ça commence au début du XXe siècle, mais ça n'est vraiment mis en pratique qu'à partir de la fin qu'au milieu des années 30, et surtout à grande échelle dans les années 50-60. Donc c'est une chose assez récente. Et on l'a appliquée à la famille encore plus tardivement, à partir des années 70 plutôt. L'approche quantitative, elle ne s'intéresse pas tellement aux règles, mais beaucoup plus aux régularités. Elle va donc mettre en évidence des fréquences, des moyennes, des dispersions, et elle va essayer de donner des ordres de grandeur, ce que les approches précédentes ont beaucoup de mal à faire, parce que, on l'a dit, elles ont tendance à complètement décaler les échelles, ou à surreprésenter des phénomènes rares, ou à sous-représenter des phénomènes ordinaires. Et donc, du coup, un des intérêts de l'approche quantitative, c'est qu'elle ne va pas seulement décrire ce que les journalistes appellent les phénomènes de société, qui sont les choses émergentes, nouvelles, visibles, dont les journaux parlent, mais elle s'intéresse tout autant à la menue monnaie de la vie sociale, à la vie ordinaire. Par exemple, il est intéressant de savoir pourquoi les gens cohabitent sans se marier, mais c'est tout aussi intéressant de savoir pourquoi il y a quand même une majorité de gens qui continuent de se marier. C'est moins visible, c'est moins apparent, mais ça mérite autant d'intérêt. Il y a une espèce de principe de symétrie là que l'approche quantitative essaie de respecter. Alors quels sont, et je vais donc essentiellement parler ici de l'approche quantitative de la famille, comment fait-on pour enquêter sur la famille et essayer d'en tirer des résultats substantiels et significatifs? Alors, il y a une première chose, c'est les sources administratives, les traces de l'activité administrative déposées durablement dans des écrits. Ces dossiers administratifs, j'entends par là des dossiers qui règlent le sort des personnes, qui gèrent les situations individuelles. Donc délicats du point de vue déontologique et éthique, même quant à leur utilisation. Il y a d'abord l'état civil. L'état civil, très noble institution, suite héritière directe des registres paroissiaux, et ces registres paroissiaux, c'est depuis 1776 que l'État les statistique en quelque sorte, les totalise, les comptabilise, pour avoir une idée du mouvement démographique. Donc, naissance, mariage, décès, autrefois c'était les baptêmes, les mariages et les sépultures, enfin c'est laïcisé depuis la Révolution, et puis aussi les reconnaissances de filiation qui sont un élément important maintenant de l'état civil. Il y a un autre document, le livret de famille, c'est un document très intéressant qui n'existe guère dans d'autres pays. On le doit à la Commune. En 1871, l'hôtel de ville de Paris a brûlé et l'état civil des Parisiens a disparu. Et pendant des décennies, on a convoqué les Parisiens successivement pour reconstituer avec eux l'état civil. Ça a été une tâche colossale. Et à ce moment-là, les officiers d'état civil se sont dit que ce serait peut-être plus simple que les familles disposent elles-mêmes d'un petit résumé, en quelque sorte, des principaux événements d'état civil. Donc le livret de famille, c'est une synthèse au niveau familial des événements d'état civil, mais seules les familles le détiennent. Et l'État, finalement, n'a pas, lui, d'équivalent du livret de famille de son côté. Souvent dans les enquêtes, d'ailleurs, les personnes utilisent le livret de famille pour répondre à nos questions.
Et les fichiers de la protection sociale, difficiles d'accès, très protégés, c'est le cas de le dire, mais qui ne contiennent pas toujours beaucoup d'informations sur les liens familiaux et sur les aspects proprement sociologiques de la famille. Voilà, je dirais, un peu les principaux dossiers administratifs. L'état civil est assez utilisé par les démographes. Mais il ne donne finalement des événements qu'en pièces détachées. Année après année, vous avez des résumés numériques des événements d'état civil. Mais par exemple, l'état civil ne veut pas vous dire, ne veut pas vous donner une série complète classée par famille de tous les enfants déjà nés selon les unions successives. Il vous donnera très difficilement ce genre de synthèse. L'unité familiale est rompue dans les séries d'état civil qui présentent les phénomènes, je le disais, en pièces détachées. Alors, il y a un deuxième type de sources administratives qui existe dans beaucoup de pays, mais pas en France. C'est ce qu'on appelle les registres de population. Et il faut bien comprendre ce qu'on désigne par là. Ce sont des registres tenus par les communes. Souvent, ça se présente sous la forme d'une grande double page par ménage, avec autant de lignes que d'individus. Et pour chacun de ces individus, on a le lien avec les autres individus, l'âge, le sexe, est-ce qu'il est au chômage, quel type d'activité, parfois dans quel pays il est né, enfin ça peut aller assez loin. La France n'a eu de registres municipaux où il était obligatoire de déclarer son changement d'adresse que sous Vichy. Et à la Libération, le Parlement a aboli les registres municipaux. Donc cette source qui permet de suivre en temps réel les changements de composition du ménage, les changements de résidence, dans pas mal de pays, notamment dans les pays où ces registres sont informatisés et centralisés. Cette source n'existe pas en France. Ça existe à peu près partout en Europe, sauf la France, la Grande-Bretagne. C'est également inconnu aux États-Unis. Nous avons un régime d'encadrement statistique de la population qui est très libéral en France, contrairement à ce qu'on imagine parfois. Dans les pays scandinaves et dans la plupart des pays de l'Est, tout ceci est centralisé, informatisé. Dans les pays de l'Europe du Sud, il y a des registres de population, mais ils ne sont pas centralisés. Il y a simplement des comptages qui sont faits à partir d'eux. Alors nous n'avons pas cette source-là pour étudier la famille en France. Que reste-t-il? Alors il y a le recensement de la population, grand événement qui a lieu, c'est variable en France, tous les 5 ans pendant très longtemps, au 19e siècle et jusqu'à la première moitié du 20e. Il y a eu ensuite des intervalles de 6, 7, 8, 9 ans, et depuis 2004, vous êtes peut-être au courant, le recensement maintenant de la population est un recensement rotatif sur une période de 5 ans. Ceci est tout nouveau. Alors le recensement de la population, le RP pour les intimes, ce n'est pas une source administrative, je ne le range pas dans les sources administratives parce que ça n'est pas un instrument d'enregistrement individuel, c'est du dénombrement collectif, ce n'est pas de l'enregistrement individuel. Tout ce que vous écrivez sur une feuille de recensement ne va jamais être conservé dans un fichier administratif qui va ensuite aider à régler votre sort, pour reprendre le critère que j'ai utilisé tout à l'heure. D'ailleurs, le recensement rotatif actuel sur un recensement à 70% de la population et pas à 100%, ce qui prouve bien que l'objectif d'enregistrement individuel n'existe pas dans le recensement. Bon, le problème du recensement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enquêteur, il y a juste un agent recenseur qui dépose et ramasse, vous le voyez à peine ou même vous ne le voyez pas du tout, ce n'est pas dans sa fonction d'aider à remplir, sauf demande vraiment express, donc ce n'est pas très approfondi comme questionnement. C'est un recto verso par personne, plus une feuille de logement. Les informations sont très limitées. Et du point de vue qui nous intéresse ici, celui de la sociologie de la famille, eh bien, qu'est-ce que ça livre, le recensement? Ce n'est pas des informations considérables. Ça livre la pyramide des âges, c'est-à-dire la structure par sexe et âge. C'est important. Mais enfin, c'est vraiment du basique. Ça livre aussi la distribution des états matrimoniaux, mais de façon assez sommaire. L'état matrimonial actuel. Et puis, les feuilles de logement contiennent un tableau qui, en France, indique, mais de façon assez sommaire, les liens entre les personnes, ce qui permet de dresser une typologie des ménages, voire des familles. Alors, la famille, dans une façon assez réduite, c'est uniquement les enfants qui sont présents actuellement dans le ménage, ce qu'on appelle, c'est peut-être un peu excessif, mais les enfants à charge. Et c'est un instantané, ça ne vous donne rien sur l'histoire de la composition de la famille, sur l'origine des enfants par exemple. Le recensement est tout à fait muet. Donc vous voyez, pas grand-chose pour l'instant.
Alors, en réalité, un très grand nombre d'informations essentielles sur la famille nous viennent d'une source très simple, c'est qu'on est allé poser la question aux gens. On est allé interroger directement les gens pour les interroger, et il n'y a pas tellement d'autres façons de faire, et on serait extrêmement surpris de découvrir que des informations qui nous paraissent simples, qui nous paraissent fondamentales, en réalité, ne sont connues en France que par une enquête par-ci, une enquête par-là, qui ne sera reproduite que tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Donc l'interrogation directe des personnes, source d'informations essentielles, mais cette fois avec un enquêteur spécialement formé, encore qu'il y ait des enquêtes auto-administrées, on en verra un exemple important tout à l'heure. Ces enquêtes telles qu'elles sont pratiquées dans la statistique publique ou dans la recherche publique sont des enquêtes assez approfondies. Elles ont entre 1 heure et 2 heures de passation, je dirais, ce qui est quand même très important et peut être finalement aussi long que certains entretiens ethnographiques. Et d'un côté, ces questionnaires sont standardisés, évidemment, mais en même temps, et ceci avec le temps a considérablement progressé, en l'espace de 15 ans, nous avons assisté à un changement considérable. Ces enquêtes sont de plus en plus modulées. Elles sont capables, elles comprennent des aiguillages, ce qu'on appelle des filtres, qui permettent, en fonction de la situation des personnes qu'on découvre au fur et à mesure, de faire un questionnement sur mesure. Et quand on regarde toute la combinatoire des filtres, des aiguillages possibles, des situations possibles prises en compte dans un questionnaire, on arrive à un nombre de combinaisons parfois supérieur au nombre de personnes interrogées. Donc il y a là, c'est au moment de l'exploitation que parfois on rabat et on simplifie toutes ces catégories, mais en général, c'est quand même très... de plus en plus, enfin, c'est standardisé et de plus en plus précis et personnalisé finalement. Il y a des rétroactions de plus en plus possibles, surtout quand on interroge les personnes avec un ordinateur, parce qu'on injecte les réponses aux questions dans de nouvelles questions. Et puis il y a de plus en plus des questions ouvertes qui viennent compléter les questions fermées. Donc c'est pas un lit de Procuste comme ça qui fait violence aux personnes en leur appliquant une grille standard toute bête. Les questionnaires modernes sur la famille sont des opérations beaucoup plus subtiles que ce qu'on imagine parfois. Alors le principe de l'enquête quantitative approfondie, on n'en parle pas assez, mais ça repose sur la confiance. Et ça ne peut pas marcher autrement. Et si on n'a pas confiance dans les enquêtés, on ne fait pas d'enquête, on change de métier. On pense que les personnes détiennent des informations, que ces informations sont uniques, on pense qu'elles sont prêtes à nous les confier, à nous d'agir au mieux pour qu'elles les confient dans les meilleures conditions. Et puis évidemment, ça marche que si l'entretien répond à une définition de la situation qui est bien claire pour tout le monde. Donc les gens comprennent, c'est pas une curiosité malsaine, c'est une vraie interrogation scientifique, et si un questionnaire est bien fait, le côté professionnel de l'opération apparaît très vite aux enquêtés. Et évidemment, il y a un engagement qui est le respect absolu de la confidentialité, j'y reviendrai. Finalement, beaucoup de ces principes-là, c'est un peu aussi ce qui prévaut dans l'enquête ethnographique. La différence n'est pas toujours aussi grande que ce qu'on imagine. Alors, pourquoi les enquêtes sont-elles indispensables? Je vais prendre quelques exemples. Des choses qui nous paraissent très familières, très simples, elles ne sont pas si simples à connaître. Combien de grands-parents en France? Un jour, un journaliste m'a posé ça, il y a 5-6 ans, on ne savait pas, on n'avait aucun moyen de savoir combien il y avait de grands-parents en France. Pourquoi? Ça a beau être des notions très familières, c'est compliqué. Grands-parents, c'est une relation entre deux personnes séparées par une génération, à 2 générations d'intervalle. C'est pas enregistré dans l'état civil. Quand un petit enfant naît, on ne va pas le reporter dans votre état civil. Bon. Alors comment fait-on pour savoir combien il y a de grands-parents en France? Pendant longtemps, on faisait des simulations démographiques, on faisait artificiellement mourir les gens, naître les enfants, etc. par des hypothèses, des dispersions. C'était pas très fiable. Et évidemment, le meilleur moyen, là encore, à condition d'avoir assez de monde, c'est d'aller interroger directement les gens dans une enquête bien construite avec un bon échantillon. Le résultat d'ailleurs, passage quand même, il y a 12,5 millions de grands-parents, et c'est à 56 ans qu'une personne sur 2 devient grand-parent. C'est l'âge médian auquel on est grand-parent, on devient grand-parent pour la première fois en France. Pas si simple, par exemple, de savoir combien de familles recomposées en France. Ça figure dans tous les magazines féminins, par exemple, mais d'où le sait-on? Eh bien, on le sait uniquement par des enquêtes. Qu'est-ce que c'est qu'une famille recomposée? C'est une famille où il y a des enfants qui viennent d'une précédente union de l'un des conjoints. C'est donc l'effet actuel d'un événement passé. C'est compliqué, c'est pas si simple que ça. Ça figure pas à l'état civil, ça figure pas au recensement. Donc, là encore, l'interrogation directe est la seule source.
Il y a une famille avec enfants sur 10 qui est une famille recomposée en France à la dernière enquête famille menée en 99. Pas si simple non plus de savoir combien de couples non cohabitants, des couples qui vivent dans des logements séparés. Hein, le modèle, en anglais on appelle ça living apart together, le fait de vivre ensemble séparément. Bon, c'est un sujet d'étude très à la mode chez les démographes européens en ce moment. C'est l'exemple de Sartre et Simone de Beauvoir qui n'ont jamais partagé le même appartement et qui ne descendaient jamais dans la même chambre d'hôtel, n'est-ce pas? Enfin, de façon plus ordinaire, c'est tout simplement des conjoints qui attendent une mutation, des conjoints qui attendent de partager un logement. Les couples en question sont quand même très très peu nombreux parce qu'il y a une formidable économie d'échelle à se partager un logement. Tout le monde sait ça. Alors il faut poser des questions, vivez-vous une relation amoureuse stable, etc. Puis, enfin, on commence un questionnement de ce genre, ce qui est quand même pas si simple hein, pour savoir s'il y a des couples non cohabitants. Bon, les principales enquêtes sur la famille en France dans ces conditions. Il y a une première grande série, c'est l'ONU. Pourquoi l'ONU s'occupe-t-il de ça? L'ONU, bien avant qu'existent les offices statistiques européens, l'ONU harmonise les définitions démographiques de par le monde depuis les années 50. Et l'ONU, qui est à Genève, a lancé de grandes séries d'enquêtes sur la fécondité et la famille dans les années 80-90, dans une quinzaine de pays au moins. Et, évidemment, la France l'a faite. Et il y a une nouvelle série qui est en cours, qui vient de commencer en ce moment, dans également un très grand nombre de pays, avec un consortium où il y a différents pays, nous-mêmes à l'INED, participé à ce consortium. Et nous préparons cette enquête. Ça, c'est une première série d'enquêtes, c'est très important. C'est des enquêtes qui portent en général sur 10 000, 15 000, 5 000 personnes selon les pays. Une deuxième grande source, c'est des enquêtes plus spécialisées. Il y en a eu par exemple à l'INED, il y a déjà une 30 ans, sur le départ des enfants par exemple. Il y a des enquêtes répétitives, on réinterroge les mêmes personnes plusieurs fois dans le temps, comme l'enquête intention de fécondité, on a interrogé 3 fois les mêmes personnes. Il y a aussi la CNAV, par exemple, la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, qui a fait une très belle enquête sur les triples générations, comment une génération pivot, les 49-53 ans, entretiennent des relations avec leurs enfants adultes et leurs parents. Les principales enquêtes sur la famille en France, ça comprend aussi, je dirais surtout pour l'instant, ce qu'on appelle l'enquête famille. C'est une très grosse enquête que l'INSEE a l'habitude d'associer au recensement de la population. Et en 1999, l'opération a été faite avec l'INED, avec le titre « Étude de l'histoire familiale ». Alors, depuis 1954 et tous les recensements suivants, sauf en 68, on n'avait pas encore exploité la précédente, l'INSEE fait cette enquête, on espère la refaire en 2009. Quels sont ses avantages? D'abord, c'est un échantillon colossal, 400 000 personnes. C'est la plus grosse enquête, une des plus grosses enquêtes au monde. Vous voyez qu'on est très très loin des petits sondages de 1000 personnes, hein, ça n'a strictement rien à voir. Et il faut cela pour étudier très finement les comportements démographiques qui sont souvent des choses rares, par âge, à la fois par âge, génération, rang de naissance, etc. C'est un questionnaire qui a une vision rétrospective, et qui a le mérite, évidemment, comme les enquêtes, de tout rattacher à l'unité familiale. Par exemple, on enregistre les adoptions, on sait si l'enfant adopté va rejoindre des enfants biologiques qui sont déjà là ou d'autres enfants adoptés. On a une unité, ce que ne vous donne pas l'état civil ni la statistique des affaires étrangères sur les adoptions. Et puis, le principe de l'enquête, c'est on a un calendrier des naissances, un calendrier des unions, un calendrier de l'activité professionnelle, un calendrier aussi des migrations, et on essaie de rapprocher tout ça, et de voir dans quel cadre les enfants naissent, dans quel type d'union, qu'est-ce que ça provoque du point de vue de l'activité, etc., etc. Alors, si je prends les objectifs de l'enquête 99, c'était d'essayer de suivre au mieux l'évolution des comportements démographiques, un certain nombre de choses que j'ai déjà mentionnées. Et on a aussi essayé d'introduire un point de vue masculin qui manquait un petit peu dans les enquêtes précédentes. On a également, dans cette enquête, dressé le bilan du XXe siècle sur des thèmes assez peu étudiés. Par exemple, comment la transmission familiale s'opère, la transmission familiale des langues. On n'avait jamais fait en France de tableau linguistique de la France depuis Napoléon III. C'est fait avec cette enquête et j'ai d'ailleurs présenté un jour ces résultats ici même.
Idem sur les origines des migrants, cette enquête contient beaucoup de données là-dessus, et on sait grâce à cette enquête combien de personnes à 3 générations descendent de migrants en France, et un quart de la population, et ce serait bien plus si on augmentait les générations. Bon, alors du coup, quand on pose ce genre d'enquête, il faut dresser la liste des unions, c'est quand même, ça va assez loin. On pose des questions sur l'ex-conjoint, alors que les gens parfois ont envie de tirer le rideau sur ce passé. On pose des questions sur l'origine des enfants, pour savoir si on a affaire à une famille recomposée ou pas, sur l'origine matrimoniale des enfants, si je puis dire. On s'intéresse à l'intérieur de la liste des enfants, on signale les enfants adoptés. Est-ce qu'il y a eu des enfants décédés, sujet parfois très douloureux dans les familles. On pose aussi des questions sur les pays d'origine pour voir comment tout ceci s'articule avec la migration. Vous voyez que c'est un questionnement qui est quand même assez poussé. Alors, comment on le greffe sur le recensement? C'est un questionnaire supplémentaire de 4 pages que les agents recenseurs distribuent en même temps que le recensement et qu'on récupère en même temps. Et puis on l'envoie directement à l'INSEE, ça ne transite pas par les mairies, ça n'est pas déposé dans les mairies pour les raisons de confidentialité qui s'expliquent assez bien. L'inconvénient de l'enquête famille, c'est qu'il n'y a pas d'enquêteur, il y a simplement un agent recenseur. C'est un questionnaire auto-administré, alors il doit être très simple, 4 pages, pas plus. L'agent recenseur intervient seulement si les personnes le demandent. Bon, il a donc fallu payer un peu cette enquête pour qu'elle fonctionne bien. Et finalement, taux de réponse de 78%, parce que si le recensement est obligatoire, cette enquête, elle, ne l'était pas. On n'oblige pas les gens à répondre à toutes ces questions-là, mais on fait des redressements après coup, bien sûr. Et 380 000 adultes ont répondu, ce qui est énorme. Et on n'avait pas donné la même taille volontairement de l'échantillon aux femmes et aux hommes, c'est un détail. Alors il faut tout cela pour étudier des comportements qui sont assez rares ou émergents. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine exigence pour disposer finalement de renseignements qui nous paraissent très simples sur la famille. Bon, je termine. Une enquête comme celle-là, qui n'a que 4 pages de questionnaire, mais auquel s'ajoutent quand même les renseignements obtenus dans les feuilles de recensement des mêmes personnes, ça a permis quand même de produire des dizaines d'articles. Ça a permis de produire un ouvrage de 650 pages qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qui est là. Un ouvrage où une trentaine d'auteurs ont contribué de plusieurs disciplines appartenant à une dizaine d'institutions. Donc vous voyez que ça intéresse quand même beaucoup de monde et qu'il faut tout ça pour exploiter ces 4 misérables pages, mais qui concernent 400 000 personnes. Donc l'intérêt de tout ça, je crois que c'est assez important qu'on ait un peu une idée comment tout ça peut fonctionner. C'est un peu l'État qui prend tout ça à sa charge, c'est sur le budget du recensement. C'est pas des instituts de sondage ou des organismes privés qui vont s'en occuper. Ça ne peut fonctionner notamment que si la recherche publique s'allie fortement avec la statistique publique. Là en l'occurrence c'est l'INED et l'INSEE, mais ça peut être d'autres organismes de recherche. On a vu tout à l'heure la CNAV, elle a également travaillé avec l'aide de l'INSEE. Voilà. Alors bien sûr, il y a des problèmes éthiques déontologiques. La CNIL, la Commission informatique et liberté, a examiné tout ça de très près, question après question, toutes ces questions assez sensibles. Elle les a acceptées sans trop de difficulté. Elle a plutôt été gênée, c'est un peu lié à la moyenne d'âge des membres de la CNIL, par les questions de mœurs. Vous intéressez aux unions sans limite de durée, mais alors du coup vous intéressez aux liaisons, et du coup il y avait l'adultère qui revenait un peu comme ça, qui hantait encore les prétoires et les mémoires, si j'ose dire, alors que le sociologue, le démographe, pas du tout songé à cet aspect-là, aux doubles vies ou des choses comme celle-là. Les couples non cohabitants aussi, ça paraissait formidablement indiscret. Les questions sur l'adoption également, mais on a pu démontrer que l'adoption, c'est un jugement public, on a tout à fait le droit d'en parler. Ce sont les origines biologiques qui sont évidemment soumises au secret. Bon, donc, alors je termine sur ce paradoxe. Plus les comportements deviennent informels, désinstitutionnalisés, comme on l'a souvent dit, plus le démographe ou le sociologue est obligé de pousser les questionnements sur la vie privée, pour savoir comment les choses évoluent. Donc, question sur tout ce que j'ai déjà évoqué, des pratiques non enregistrées informelles. Il y a des enquêtes même, par exemple, sur comportement sexuel qui vont plus loin, qui ne vont pas seulement dans la vie privée, mais qui vont dans la vie intime. Et ça, c'est un tout autre système, une toute autre procédure dont je n'ai pas le temps de parler ici. Mais en même temps,
que les comportements se privatisent, se désinstitutionnalisent, ils se généralisent, et il devient aussi plus facile de les déclarer. Les gens acceptent beaucoup mieux qu'auparavant d'être interrogés à leur sujet. Et même, les gens s'indignent quand on oublie de poser les bonnes questions sur la cohabitation non mariée. Maintenant, les gens veulent qu'on parle de la cohabitation même sans mariage. Ça leur paraît très bizarre qu'on ne parle que du mariage. Le Pacs, eh bien, la CNIL hésite encore à ce qu'on en parle et considère que ça ne fait pas partie de l'état matrimonial, alors que, officiellement, alors que le sociologue dit, ben si, ça fait partie de l'état matrimonial. On est en discussion encore avec la CNIL à ce sujet. Mais en ce moment, déjà, on a des couples homosexuels qui, au moment des enquêtes, dans la passation des entretiens, revendiquent de pouvoir déclarer leur situation et d'être en quelque sorte ainsi reconnus, ce que pour l'instant la loi interdit tout à fait. Donc vous voyez, tout ça évolue, il n'y a pas de question qu'on peut poser ou qu'on ne peut pas poser dans l'absolu, ça évolue avec l'évolution des mœurs, avec leur acceptabilité. C'est une évolution constante, un triangle dont les trois sommets bougent en même temps en quelque sorte. Voilà, merci beaucoup. Alors, je rappelle que l'ouvrage dont tu viens de parler et que tu as montré, eh ben, il est en vente pour ceux qui veulent l'acquérir. Hein. Vous saurez tout sur les évolutions de la famille. Un prix imbattable, grâce à cette grande enquête, hein, 400 000 personnes dans ce livre. Et c'est en vente à la sortie de la salle tout à l'heure. Hein. Alors, je passe la parole à Martine Segalen. Merci. Je vais donc, en accord avec Gilles Pizon, vous parler d'un nouveau venu dans la famille, d'un nouveau parent dans la parenté, qui est le nouveau grand-parent. Et je dirais, pour commencer, comme l'a dit François Héran d'ailleurs au début de son exposé, que toutes ces questions nous sont familières et je ne cacherai pas que j'appartiens à cette catégorie des nouveaux grands-parents. Et d'ailleurs, il faudrait que je rentre ce soir pas trop tard, étant donné que ma fille est aux États-Unis et m'a laissé les trois petits sur le dos. Bon. Les grands-parents ont été pendant très longtemps les grands oubliés de la famille. La sociologie, en général, elle préfère dénoncer ce qui ne va pas. Et donc, dans la mesure où c'était une relation qui semblait ne pas poser problème, on n'en parlait pas. Et par ailleurs, la sociologie de la vieillesse se contentait de parler des personnes âgées du côté du coût des soins et des choix sociaux qu'il fallait faire pour savoir si on les gardait ou non en maison de retraite ou chez eux. Et tout d'un coup, voilà qu'une nouvelle figure véritablement émerge, dont on sait évidemment les contours grâce à la démographie. Alors, pour le travail dont je vais vous parler brièvement, il s'inscrit exactement dans l'exposé que François Héran vient de présenter, puisque ce travail a été conduit à partir de cette grande enquête faite par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, que dirige Claudine Athias-Donfus, et qui avait fait en 1992, c'est un peu vieux hélas, cette enquête sur 3 générations et les liens et les échanges et les solidarités entre ces générations, sur laquelle a été ensuite greffée, ça c'était une enquête, le démographe doit le préciser, qui était statistiquement représentative des familles à 3 générations, qui n'a pas l'ampleur évidemment de l'enquête famille qui portait sur 1500 familles multipliées par 3, puisqu'il y avait les 3 générations, et sur laquelle nous avons greffé ensuite une enquête qualitative en retournant chez ces personnes et en parlant avec elles des thèmes de la transmission et de cette nouvelle figure de la grand-parentalité notamment. Alors, il est clair que ces grands-parents n'habillent plus, ou ne sont plus vêtus plutôt des habits de la vieillesse, ce qui était le cas encore, on pourrait dire, jusque dans les années 1960-70. Et ceux qui deviennent grands-parents, et donc François Héran vous a dit qu'il y en avait 12,5 millions maintenant, et qui deviennent grands-parents à l'âge moyen de 56 ans. Dans notre enquête, ils devenaient grands-parents un peu plus jeunes, entre 45 et 52 ans. Ce ne sont sûrement pas des vieux. L'exposition nous le montre très bien ici. Ce sont pas des vieux, ce sont les enfants de mai 68. Ce sont donc ceux qui ont connu
connu tous les changements des mœurs, tous les bénéfices sociaux, économiques des 30 Glorieuses aussi, et qui maintenant sont au seuil de la retraite ou à la retraite avec une position économique importante. Et on sait que c'est un nouveau marché puisqu'on ne les appelle plus les vieux, n'est-ce pas? Ce sont les seniors. Les caractéristiques sociologiques de cette nouvelle grand-parentalité qui nous a beaucoup surprises quand on a travaillé sur les données quantitatives d'abord, c'était l'investissement massif de ces grands-parents dans la garde des petits-enfants. C'est-à-dire que quand on comparait les réponses des personnes âgées de 75 ans et les réponses de ces personnes de 45-50 ans, il apparaissait que les personnes de 75 ans certes avaient été des grands-parents en leur temps, mais avaient beaucoup moins gardé leurs petits-enfants. Ou plus exactement, il y avait un double modèle. Soit ils les voyaient très très épisodiquement, soit au contraire, ils les gardaient totalement parce que leurs propres enfants travaillaient et n'avaient pas le bénéfice de structures de garde. Alors que nos nouveaux grands-parents sont des grands-parents qui gardent massivement leurs petits-enfants en articulation évidemment avec toutes les structures de garde qui sont mises en place maintenant pour le bénéfice des jeunes mères qui travaillent, et on sait que c'est une caractéristique démographique de la France d'avoir le plus haut taux de fécondité avec le plus grand nombre de mères au travail. Donc ces jeunes mères et ces jeunes pères ne s'appuient pas sur leurs parents pour une garde au quotidien, c'est une figure assez rare, mais au contraire pour les week-ends, pour les vacances. Et pourquoi est-ce que y a-t-il cet investissement massif? Eh bien, on peut dire que d'une part, c'est une situation qui est extrêmement valorisée par les personnes qui arrivent à cet âge-là, que c'est lié aux transformations profondes de la famille qui est fondée sur l'affectif. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des transmissions financières, etc., mais qu'il y a l'affectif prime énormément, et surtout qui explique profondément ce lien, c'est qu'il y a des valeurs communes entre la génération des nouveaux grands-parents et de leurs enfants. Et là encore, notre enquête quantitative avait très bien montré, enfin l'enquête quantitative conduite par la CNAV avait très bien montré que il y a une rupture dans les valeurs entre la génération des 75 ans et la génération des 50 ans. L'autoritarisme disparaît et donc le rôle des grands-parents, c'est un rôle évidemment très ludique, un rôle très gratifiant finalement, parce qu'au bout du compte, quand on est grand-parent, la meilleure chose qui vous arrive au bout du week-end, c'est de pouvoir les rendre, n'est-ce pas? De ne pas s'occuper des petits-enfants au quotidien, de ne pas avoir les soucis de leur éducation, mais d'avoir un rôle beaucoup plus ludique. Par ailleurs, il nous a semblé que c'était une caractéristique aussi du système, enfin faut-il l'appeler système, enfin des relations de parenté à l'heure actuelle, c'est que nous voyons l'émergence de lignées féminines. Et si les grands-mères, aidées par les grands-pères, s'investissent tellement dans la garde des petits-enfants, c'est aussi pour aider leurs propres filles, jeunes femmes, sur le marché de l'emploi et donner un coup de main pour les petits-enfants quand c'est nécessaire. Ça aide justement à faire décoller les relations féminines. Et on voit bien qu'on est passé d'un système familial complètement différent, patriarcal, patrimonial, autour de l'autorité du père, à un système tout à fait différent maintenant, autour de lignées affectives et autour de lignées féminines. Alors les grands-parents ont donc ce très grand plaisir de pouvoir s'occuper des petits-enfants, mais évidemment pas à la façon dont ils l'auraient fait il y a encore 30 ans, en arrivant et en imposant leur autorité. Dans les enquêtes que nous avons faites et dans les entretiens qu'on a faits, on a trouvé souvent le cas de jeunes grands-pères qui avaient le sentiment d'avoir laissé passer l'enfance de leurs propres enfants parce qu'ils avaient trop travaillé et qui se disaient, ou qui disaient même « Ah, je vais me rattraper sur le petit enfant ». Et ça, on voit très bien que les jeunes couples maintenant, dont on sait qu'ils font des enfants quand ils veulent, quand ça leur convient, comme un prolongement de leur amour, un enfant qui
fondent le couple en quelque sorte, surtout pour ceux qui ne sont pas mariés, qui fondent la famille, eh bien ces jeunes couples en fait ne s'ouvrent à leurs propres parents que s'ils le désirent. Ils peuvent tout à fait décider de ne pas s'ouvrir à cette aide, mais ce qu'on peut dire, c'est que très massivement, cette aide existe. Et je reprendrai les paroles de Françoise Dolto, cette psychanalyste bien connue, qui disait que comme règle que les grands-parents devraient s'imposer, cette règle, c'est la suivante: les parents demandent aux grands-parents d'être toujours là quand on a besoin d'eux, mais aussi de ne pas être là quand on n'en a pas besoin. Et c'est probablement la bonne règle pour que ces liens intergénérationnels fonctionnent de façon satisfaisante pour tout le monde. Certes aussi, là je parle de jeunes grands-parents qui sont donc les baby-boomers devenus des papy-boomers, qui sont ces vieux qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui emmènent leurs petits-enfants faire du ski et du roller et qui ne sont plus les grands-parents d'autrefois, puisque la figure de la vieillesse, elle est occupée par les arrière-grands-parents qui sont encore nombreux. Mais il n'empêche que quand eux-mêmes vieillissent et que quand le cours de la vie avance, ces grands-parents ne sont pas seulement des grands-parents, comment dirais-je, qui ne font que s'amuser avec des petits-enfants. Ils peuvent être aussi des grands-parents recours dans le cas où il y a des crises familiales, et Dieu sait qu'il y en a, notamment avec les adolescents. Et je me rappelle avoir fait un entretien avec une grand-mère qui avait une petite fille anorexique, et la petite fille anorexique refusait de voir sa propre mère et ne voulait voir que sa grand-mère. Et la grand-mère était déchirée entre la tristesse qu'elle avait de la relation mère-fille et du fait qu'elle-même se substituait plus ou moins à sa propre fille. Donc ces crises de l'adolescence et les grands-parents comme des grands-parents recours sont aussi une figure de la grand-parentalité qui n'est pas seulement une figure rose. Et j'ai remarqué avec beaucoup d'amusement dans l'exposition ici que dans la panoplie des Barbie, maintenant il y avait une panoplie mamie justement, et ça prouve que ce personnage est vraiment important. Alors, d'autre part, autre aspect de la grand-parentalité, c'est les grands-parents du divorce, puisque cette génération-là, c'est aussi la première génération de personnes à avoir divorcé. Alors, il est clair, et ça notre enquête l'a bien montré, que quand les grands-parents ont divorcé et ont refait un couple eux-mêmes, il y a toujours moins d'enfants, moins de garde de petits-enfants que ça n'est le cas si les grands-parents n'ont pas été divorcés. Ça, c'est clair et net, et avec toujours de toute façon une inflexion plus grande vers la garde ou le lien avec les petits-enfants du côté de la femme que du côté du mari. D'autre part, les grands-parents du divorce, c'est aussi des grands-parents dont les enfants divorcent et qui se trouvent soit en première ligne quand il s'agit par exemple d'aider à nouveau une jeune femme qui a divorcé ou n'a même pas été mariée mais s'est séparée de son compagnon, et il s'agit à ce moment-là d'aider cette jeune femme à redémarrer, et ça c'est disons le redémarrer dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, c'est le meilleur des cas, mais il peut y avoir bien entendu des conflits, et les grands-parents ont juridiquement certains droits par rapport aux petits-enfants, et le nombre de ces conflits portés devant les tribunaux pour avoir des droits de visite augmente. Néanmoins, les enquêtes montrent que même du côté du fils, par exemple, quand grand-parent d'un fils qui divorce, il y a toujours un lien du côté grand-paternel qui se maintient, et les jeunes adolescents qui racontent leurs difficultés, qui sont tout à fait particulières à l'âge où on devient adulte, ont souvent un soutien important de la part de leurs grands-parents, maternels comme paternels, à ce moment important de la vie. Je voudrais dire quelques mots
sur un sujet, François Héran tout à l'heure a parlé des menus, je ne sais plus quel est le mot qu'il a employé exactement, les menus choses de la vie sociale. Alors je vais vous parler je vais vous parler rapidement de la question qui peut vous sembler tout à fait secondaire, qui va vous amuser ou anecdotique, qui est la façon de nommer les grands-parents. Et j'ai fait tout un travail qui, évidemment, est venu de ma propre expérience de grand-mère, mais on sait que c'est la question qui se pose dès qu'il y a un enfant qui s'annonce dans la famille. Comment va-t-il ou va-t-elle m'appeler ? Sachant que, quand on devient grand-parent à entre 45, 50, 55 ans, on a encore au-dessus de soi un papy ou une mamie. Et il n'est pas question de détrôner ce papy ou cette mamie. Et vous avez souvent entendu autour de vous fleurir les papys vélos, les mamitas, les papys bleus, les mamitines, etc. Et ce sujet qui peut sembler futile ou amusant est en fait extrêmement révélateur de la transformation du lien entre grands-parents et petits-enfants, et nous révèle un phénomène qu'on connaît par ailleurs, qui est la place prise par l'enfant comme un être, je dirais, à statut presque identique à celui des adultes, et on sait qu'on parle de plus en plus de droits des enfants. Le grand linguiste qui s'appelle Émile Benveniste, qui a travaillé justement sur les termes de parenté et les transformations des termes de parenté, écrivait « Lorsqu'une culture se transforme, elle emploie des termes nouveaux pour suppléer les termes traditionnels quand ceux-ci se trouvent chargés de valeurs spécifiques ». Eh bien, c'est exactement ce à quoi on assiste depuis ces années 1970-1980. Si en ethnologue, comme vous le savez, sans avoir l'air pédante du tout, on distingue ce qu'on appelle les termes d'adresse et les termes d'appellation, c'est-à-dire une position parentale, mon père, et la position et le terme d'appellation qui est papa. Alors, si on regarde à travers l'Europe, par exemple, la façon dont on parle des grands-parents, on a des cas, par exemple, où grand-père et petit-fils, dans la langue, sont toujours liés, comme en allemand, par exemple, où il y a le couple Enkel, Anne. Et l'ancien français n'échappe pas non plus à cette règle-là, puisque il y avait le petit-fils, on l'appelait Avelet, alors que le grand-père était appelé Aius, lequel est terme héritier, enfin, d'une transformation linguistique complexe du romain, que je ne détaillerai pas maintenant. Dans l'Italie du Sud, par exemple, on m'a raconté, combien de minutes ? 5 ? Que les paysans interpellent leur petit-fils avec un vocatif inversé en lui disant « Nonno, viene quoi ?» c'est-à-dire petit grand-père en quelque sorte, qui est riche de tendresse et d'intimité. Et pensons simplement à grand-père et grand-mère en français qui en fait distinguent des positions de respect, alors que si on pense aux Bretons par exemple, on dit tas de cause et même cause, qui eux marquent bien c'est père vieux et mère vieille. Et dans l'ensemble, les connotations d'appellation, mais aussi les termes d'adresse, renvoient toujours à un double registre qui est celui de la vieillesse et celui de la fonction nourricière, et qui étaient les termes les plus traditionnels qu'on avait jusqu'à présent. Or, donc, la situation change maintenant, et le nom qui va être donné aux grands-parents n'est plus, en quelque sorte, prédonné, ne se transmet plus dans la famille comme c'était le cas avant. Je rappelle d'ailleurs que dans la tradition européenne chrétienne, les grands-parents étaient les parrains de leurs petits-enfants, et c'était eux d'ailleurs qui leur donnaient leur prénom, et tout cela était lié à un système de transmission des biens, etc. Maintenant, on pouvait en quelque sorte voir une conception du temps descendante. Maintenant, ce nom n'est plus prédonné, parce que la question se pose: comment est-ce que on va nommer ce nouveau-né qui arrive dans la famille?
Alors là-dessus, j'avais fait un premier travail et l'occasion m'a été donnée ensuite de publier un petit article dans un de ces journaux Pleine Vie, d'ailleurs, qui sont montrés en bas dans l'exposition sur ce sujet, ce qui a valu un courrier des lecteurs très abondant, qui du coup a été une source non représentative, François Héran, du tout, mais qui était très très intéressante pour raconter ses expériences. Et je donne un exemple parmi tant d'autres, une dame qui écrit en disant: j'ai eu un petit problème il y a 4 ans lorsqu'une première petite fille est arrivée, d'autant qu'elle arrivait dans une famille dont les grands-parents étaient séparés. J'ai pensé qu'à force de papi, mamie, pépé, mémé, elle ne saurait plus qui est qui. J'ai donc cherché à faire différent. On a décidé qu'elle m'appellerait Mounette. Ça fait pas du tout vieux comme je le pensais, et tout le monde m'a dit que c'était même original. Et on voit bien que dans certains cas, il y a une espèce de fiction qui est entretenue et que ce sont les enfants qui nomment leurs grands-parents. Et on a donc l'impression, enfin on est dans un système du monde à l'envers. Au lieu que ce soit les grands-parents qui nomment les petits-enfants, ce sont les petits-enfants qui nomment les grands-parents. Et un autre exemple, une dame dit quand notre premier petit-enfant est venu, nous avons opté pour l'appellation grand-père et grand-mère. L'enfant, en grandissant et commençant à parler, n'arrivait pas à prononcer. Il a dit Mimi et pour mon mari, AP. D'autres petits-enfants sont venus ensuite et nous sommes restés Mimi et AP. Je connais beaucoup de grands-parents qui n'ont pas eu à choisir. Les petits s'en chargent souvent. Il est évident que ce sont des noms qui sont dits et répétés et qu'on choisit dans le babil du petit enfant ce nom-là. Donc c'est une fiction, si vous voulez, mais qui met en avant cette notion très importante de l'affectivité, de ce lien chéri, puisque ce sont les petits-enfants qui nomment les grands-parents. Dans certains cas, on sait aussi que certains grands-parents se sentent trop jeunes pour recevoir sur la tête le coup de vieux de papy et mamie, et donc préfèrent le prénom. Mais ça peut être, en fin de compte, effectivement, l'expression d'une relation assez ambivalente à l'égard d'une grand-parentalité qu'on ne se sent pas prêt à assumer parce que ça arrive, par exemple, pour un homme à une période de pré-retraite où il a l'impression à ce moment-là que l'univers social de sa vie va se rétrécir à la famille et qu'il n'en a pas véritablement envie. Et donc, ça peut être une forme de refus de la position nouvelle qui lui est assignée dans l'ordre des générations, puisque et donc il la refuse en préférant se faire appeler par son prénom. Mais il me semble aussi que c'est le désir d'abolir tous ces termes de parenté, de connotation de parenté. On appelait autrefois les gens oncle Raymond, tante Denise, etc. Et maintenant, ces termes-là ne sont plus employés. Donc, on a l'impression que en permettant au petit enfant d'appeler un adulte par son prénom, on fait droit à sa personne, si vous voulez, et on fait de l'enfant un enfant, une personne à égalité avec l'adulte. Pour terminer, je dirais que malgré cette efflorescence de termes que nous entendons autour de nous, ces termes de grand-parentalité qui sont donc inventés souvent par le premier des enfants qui donne naissance à un petit enfant et qui est celui qui va forger ce terme, il y a tout de même des mécanismes, si vous voulez, pour lui donner une référence générationnelle. Il y aura toujours ma ou pas quelque chose dedans, avec Mamitine pour Christine, Mamivonne pour Yvonne, etc. Et donc il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui ressemble à un terme de parenté. D'autre part, quand les couples de grands-parents restent unis, il y a nécessité d'en faire un couple langagier, si j'ose dire. Une certaine Danielle se fait appeler Dani, et puis elle va faire appeler son mari, qui s'appelle François, Daddy.
Bernard et Martine deviennent Pabé et Mati, etc. Et on voit bien qu'il y a donc que ces nouvelles inventions langagières ne sont pas complètement le fruit du hasard, mais qu'il y a des règles ou en tout cas des régularités. Je sais aussi, enfin on sait aussi que les appellations sont connotées socialement, que pépé, mémé, pépère, mémère apparaissent maintenant vieillottes, rurales, populaires. Papy et mamie, ça fait plus moderne. D'ailleurs, un des entretiens qu'on avait eu avec une dame qui disait « Je sais pas pourquoi il trouve que c'est mieux, ça fait plus moderne de s'appeler papy et mamie ». Ou alors, encore plus chic, on se fait appeler daddy ou granny, pensant que c'est plus chic que du moment que c'est anglais. Et à ces dénominations de fantaisie, il y a au contraire des grands-parents qui vont réagir en disant « Ah non, moi justement, je veux qu'on m'appelle grand-père, grand-père, grand-mère ». Pour conclure, je dirais que une fois nommés, renommés, les grands-parents vont avec ce terme endosser une identité qui peut s'étendre à d'autres termes de la famille. On a bien noté, par exemple, dans des recherches, des travaux qui étaient faits sur la beau-parentalité, que les belles-filles avaient beaucoup de mal à appeler leur belle-mère. Elle ne savait pas les appeler, elle n'allait sûrement pas l'appeler maman, elle n'allait pas l'appeler mère, elle n'allait pas l'appeler par leur prénom. Et il y avait même des histoires tragiques de déjeuner où les belles-filles refusaient même de manger leur steak sans sel parce que elles préféraient ne pas demander le sel parce qu'elles ne savaient pas comment s'adresser à leur belle-mère. Mais finalement, le fait de transformer la belle-mère en grand-mère règle les choses et donc on va pouvoir s'adresser à elle sans être son petit enfant, mais avec ce terme de grand-parentalité. Parents nourriciers, les grands-parents sont encore souvent vus, on le sait, comme des parents gâteaux. Et on pourrait penser à petit Papa Noël, on pourrait penser aussi au pape défunt qui revêtait une figure grand-paternelle. On sait aussi que Staline, lui, ça c'est pas une figure tellement agréable, s'appelait le petit père des peuples. Mais j'ai noté au Brésil, par exemple, qu'on dit d'un vaurien, d'un homme qui est incapable de guider sa vie, qu'il est un filio de veau, un enfant de grand-père. C'est-à-dire qu'il a été trop gâté dans son enfance par son grand-père. On voit bien donc que ces termes de nomination et d'adresse traduisent cette première caractéristique de la relation actuelle de la grand-parentalité, qui est une fois encore une invention de notre société, parce qu'on a toujours l'impression que ces choses-là sont des choses d'évidence et de nature, mais on sait que maintenant les liens familiaux sont véritablement marqués par cette familiarité, cette proximité, ces sentiments affectifs, et qu'ils reflètent aussi, je m'arrêterai là-dessus, cette place nouvelle qui est donnée à l'enfant, qu'on chérit au point de recevoir de ses lèvres, en quelque sorte, un nom qui va vous rebaptiser pour le restant de vos jours, pour le coup. Merci. Martine, le titre de mon exposé doit vous paraître étrange. Côté père, côté mère, quand la parenté est asymétrique. Vous et moi, nous sommes tous habitués à une parenté globalement symétrique. Alors, c'est sûr que chacun de nous n'a pas exactement le même nombre d'oncles et de tantes du côté paternel et du côté maternel. Et c'est la même chose pour les cousins et les cousines. Mais en moyenne, les deux côtés sont numériquement équilibrés. Eh bien, ce n'est pas le cas partout. Et ce soir, je vais vous présenter des sociétés polygames où la parenté est asymétrique. Et je vais le faire à partir d'un exemple africain au Sénégal, la population de la région de Bandafassi, que nous étudions depuis une trentaine d'années à l'Institut national d'études démographiques. Alors, la polygamie à Bandafassi se traduit par le fait qu'un homme marié a en moyenne 1,8 épouses. Alors, pourtant, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes dans la population. Voici la pyramide des âges.
Et vous constatez que ce soit du côté des hommes ou des femmes, à chaque âge, les effectifs sont à peu près équilibrés. Comment alors la polygamie est-elle possible? Alors, sur cette pyramide des âges, je vais maintenant faire figurer en rouge les personnes qui sont mariées et laisser en rose celles qui ne le sont pas. Et vous comprenez tout de suite que le nombre total d'hommes mariés est bien plus faible que le nombre total de femmes mariées. Et on arrive au total à 180 femmes pour 100 hommes mariés. Donc il y a bien 1,8 femmes par homme marié. Alors, mais vous comprenez aussi tout de suite la raison, c'est que les hommes se marient plus tard que les femmes. On voit par la figure que les femmes se marient un petit peu après 15 ans pour la première fois et les hommes un petit peu après 25 ans. Il y a près de 10 ans d'écart pour l'âge au premier mariage. Et puis sachant que les hommes prennent éventuellement des deuxièmes épouses, des troisièmes épouses quand ils sont plus âgés, et c'est des femmes jeunes. Il y a en moyenne 15 ans d'écart entre un homme et son épouse, une de ses épouses. Voilà. Donc les hommes ont des épouses plus jeunes qu'eux. Alors, quelle est la fécondité dans un tel régime de mariage? J'ai représenté sur cette figure le nombre d'enfants que les femmes ont, et cela en distinguant les différents groupes d'âge. C'est sur l'échelle horizontale, hein, vous avez les groupes d'âge, là, de 10 ans jusqu'à des âges plus élevés. Et alors, je vais représenter maintenant avec des bâtons le nombre d'enfants qu'ont en moyenne au cours d'une année un groupe de 1000 femmes, et cela à chaque âge. Alors, vous voyez par exemple que les femmes qui ont entre 20 et 24 ans, 1000 femmes ayant entre 20 et 24 ans ont en moyenne près de 300 enfants dans l'année. 250 à 300 enfants. Ça veut dire qu'il y a à peu près une naissance pour 4 femmes de cet âge. Alors, si maintenant on examine la situation d'une femme qui arrive à la fin de la période fertile, à 50 ans, eh bien, le bilan global, c'est qu'une telle femme aura eu en moyenne 6,7 enfants. Voilà. C'est l'équivalent du 2 enfants en moyenne qu'on voit cité en France, qui a été rappelé. Alors, du côté des hommes, de façon symétrique, on peut calculer les taux de fécondité par âge, et vous constatez que 1000 hommes ayant entre 35 et 39 ans ont au cours d'une année en moyenne près de 400 enfants. Donc il naît presque un enfant chaque année pour 2 hommes de cet âge. Et pareillement, si on fait le bilan sur toute la vie, un homme, à supposer qu'il arrive jusqu'aux âges extrêmes, à 80-85 ans, et vous voyez que les hommes continuent à avoir des enfants très tard, c'est parce qu'ils ont des épouses qui sont en âge d'avoir des enfants, c'est la polygamie. Eh bien, le bilan global, c'est qu'un homme qui aura atteint des âges très élevés aura eu en moyenne 11 enfants et demi. Voilà. Alors, avec cette différence dans le nombre d'enfants total au cours d'une vie, il y a une différence très importante dans l'âge à la paternité et à la maternité, puisque une femme a en moyenne ses enfants à 27 ans dans une telle population, alors qu'un homme a en moyenne ses enfants à 40 ans. Tout ça est la conséquence, donc va avec ce système. Alors, une première conséquence, c'est sur le risque d'être orphelin un jour. Sur cette figure est représenté l'âge des enfants, l'âge d'un enfant, et je représente la proportion d'enfants de chaque âge qui ont perdu leur mère, qui n'ont plus leur mère. Vous voyez qu'un enfant de 10 ans a une chance sur 10 de ne plus avoir sa mère. Donc il y a un enfant sur 10 de cet âge qui n'a plus sa mère. Eh bien, voilà la courbe symétrique pour l'événement le père est mort, et vous voyez que bien la proportion est tout de suite plus importante, c'est directement lié à que la paternité est beaucoup plus tardive que la maternité, et donc ces enfants de 10 ans, ben, il y en a presque 1 sur 5 qui n'a plus son père à cet âge-là.
Alors, une autre conséquence d'un tel régime de mariage et de fécondité, c'est la multiplication des demi-frères et des demi-sœurs. Et cette multiplication, elle est inégale. Elle porte surtout sur les demi-frères et demi-sœurs de père, de même père. Et on va le voir tout de suite. Combien un individu a-t-il de frères et sœurs ou de demi-frères et de demi-sœurs dans une telle société? Alors, au total, si on les compte tous, il en a plus de 12. Alors, je vais les appeler des germains. Utiliser ce vieux mot français très utile puisqu'il désigne indifféremment un frère ou une sœur. Et donc, un individu a en moyenne plus de 12 germains et demi-germains. Alors, comment ils se répartissent, ces germains? Eh bien, je vais représenter là Égaux, en noir, son père par un rectangle, un triangle, et sa mère par un cercle. Et voici tous les frères, les germains qui ont le même père et la même mère qu'Égaux. Il y en a presque 7 en moyenne, hein, ce sont des moyennes. Par ailleurs, Égaux a des demi-germains qui partagent avec lui le même père, mais qui sont d'une autre femme que la mère d'Égaux. Et il y en a pratiquement 5 en moyenne. Hein. Et puis il a aussi des demi-germains qui partagent la même mère, mais qui sont nés d'un autre mari que la mère d'Égaux. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas un en moyenne. Alors globalement, ça fait plus de 12 germains et demi-germains, dont la moitié sont des germains de même père et de même mère, mais la moitié sont des demi-germains. Et vous voyez que la plupart de ces demi-germains, c'est des germains de père. C'est du côté du père. Donc il y a une asymétrie au niveau de la fratrie. Mais elle est plus générale puisqu'elle s'étend, elle se retrouve dans l'ensemble de la parenté. Et les parents par les lignes masculines sont toujours plus nombreux en moyenne que ceux par les lignes féminines. Et là aussi, je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer cet écart. Le nombre moyen d'apparenté d'une personne, alors on retrouve les germains de même père, c'est ce qu'on a vu tout de suite, hein, ils sont à peu près 11 ou 12 en moyenne, hein. Les oncles et tantes qui sont les germains même père du père. Alors c'est un petit peu compliqué, mais vous mettez à la génération au-dessus le père lui-même, il était membre d'une fratrie, il avait des germains de même père. Eh ben, c'est normal qu'il en ait le même nombre, hein. Donc c'est les oncles et les tantes de Égaux. Et ils sont exactement en moyenne du même nombre. Il y a les cousins germains par les hommes. C'est les cousins germains par lesquels vous êtes liés par une chaîne où il n'y a que des hommes. Donc, c'est les fils des frères de votre père. Hein. Et puis, il y a les cousins issus de germains par les hommes aussi. Vous pouvez... Alors, du côté maternel, ben voilà les effectifs équivalents. Vous voyez que pour chaque catégorie, ils sont nettement moins nombreux en moyenne, là aussi. Alors, l'asymétrie concernant le nombre de parents, à cette asymétrie se rajoute une asymétrie dans l'âge de ces parents, de ces apparentés. Et là, je vais prendre l'exemple des cousins germains d'Égaux. Ils sont très nombreux, hein, et j'ai pu calculer que Égaux avait 74 cousins germains qui partageaient avec lui un grand-père paternel ou maternel. Mais il n'en avait que 48 qui partageaient avec lui une grand-mère, soit aussi paternelle, soit maternelle. Toujours donc un résultat. Alors, comment se situent ces cousins germains par rapport à Égaux du point de vue de l'âge? Alors, j'ai représenté sur cette généalogie Égaux toujours au milieu, sa mère par un cercle, son père par un triangle. Et vous avez vu que je ne les ai pas mis sur la même ligne, j'ai placé les individus sur une échelle d'âge qui est verticale. Et ici, pourquoi j'ai mis le père d'Égaux au-dessus, c'est pour signifier que l'écart d'âge entre le père d'Égaux et Égaux est plus important que l'écart d'âge entre la mère d'Égaux et Égaux. C'est l'âge à la maternité et l'âge à la paternité. Et puis là, vous avez les germains du père d'Égaux et les germains
de la mère d'Ego. Alors, ces personnes-là sont des cousins germains d'Ego. Mais vous repérez que les cousins du type 4, là, on a mis un numéro. Donc, c'est les cousins qui sont les fils des frères de la mère d'Ego. Voilà. Ben, en général, en moyenne, ils ont tendance à être plus jeunes qu'Ego. Pourquoi? Parce que le frère de la mère d'Ego, il a eu ses enfants plus tardivement que la mère d'Ego. Puisque c'est un homme, il a ses enfants plus tardivement. Et puis lui, ben, il peut être un petit frère ou un grand frère de la mère d'Ego, hein, mais en moyenne, il peut... Bon, je l'ai mis sur le même plan. Et donc, tout de suite, ce cousin numéro 4, il va avoir tendance à être plus jeune qu'Ego. À l'inverse, ce cousin numéroté numéro 3, vous voyez que lui, il aura tendance à être plus âgé qu'Ego parce que sa mère, qui est la tante paternelle d'Ego, aura eu ses enfants plus précocement que son frère, qui est le père d'Ego. Alors ça, c'est les moyennes. Alors, imaginons que Ego soit un homme qui ait 25 ans. Tiens, il se dit, c'est l'âge de me marier. Je vais me choisir une épouse. Et imaginons qu'il a envie d'épouser une cousine. Eh bien, parmi toutes ces cousines, quelles sont celles qui sont les mieux placées comme candidates potentielles pour être son épouse? Alors, on est dans une société où les hommes épousent des femmes plus jeunes qu'eux. Et en moyenne, pour le premier mariage, elles ont 10 ans de moins qu'eux. Et, eh bien, probablement que ça va être des cousines de type 4 hein, qu'il va trouver, parce que les cousines de type 3, il en a sans doute, il en a peut-être, mais elles sont plus âgées que lui, sans doute qu'elles sont déjà toutes mariées. Et donc, les cousines qu'il peut épouser, c'est plutôt de ce type-là. Alors, ça correspond, ça, à un constat qu'ont fait beaucoup d'anthropologues dans beaucoup de sociétés, c'est qu'il était fréquent, quand on étudiait, on analysait les mariages entre cousins germains, de trouver beaucoup de mariages entre égaux masculins et sa cousine de type 4, que les anthropologues appellent la cousine croisée matrilatérale. Pourquoi? Parce que c'est la fille du frère de la mère. Voilà. Et en revanche, de trouver assez peu fréquemment des cousins qui se marient ou égaux masculins et le cousin croisé patrilatéral, où il épouse sa cousine croisée patrilatérale, donc la fille de la sœur du père d'Ego. Voilà. Et vous trouverez dans beaucoup de travaux d'anthropologues le mariage avec la cousine croisée matrilatérale comme le mariage décrit comme idéal, comme préféré dans la société. Alors, c'est possible, mais s'il y en a beaucoup, ça vient aussi, et tout naturellement, de ce que il correspond à la situation démographique dans la société. Quand Ego cherche une épouse, il y a beaucoup plus des cousines de ce type qui sont d'âge d'être les épouses d'Ego que de celles-là. Voilà. En tout cas, c'était une illustration d'une des conséquences, vous voyez, lointaines de cette parenté asymétrique, c'est que les mariages avec les cousins et les cousines, alors un grand thème de l'anthropologie, vous voyez, ne se font pas de façon égale et pour des raisons, en partie, parce qu'il y a parfois d'autres raisons, purement démographiques. Voilà. Alors, pour terminer cette présentation, vous avez vu que la parenté asymétrique entre le côté paternel et le côté maternel, très marquée dans ce type de population, avec aux écarts de nombre se rajoutant des écarts d'âge. Alors l'asymétrie, là, est liée à la polygamie, mais on la retrouve à un niveau moindre dans toutes les sociétés, parce que dans presque toutes les sociétés, les pères sont un peu plus âgés que les mères. Dans les couples, hein, et même donc en France, c'est le cas, je pense que c'est peut-être 1 an en moyenne ou 2 ans hein, d'écart. Et aussi, les demi-germains de père sont sans doute plus fréquents que les demi-germains de mère. Mais là, c'est à vérifier. Et alors, justement,
ça nous fait retourner à cette grande enquête famille de 99 et à cet ouvrage de base. Des collègues ont analysé ça en détail et on conclut que probablement c'était le cas en France, mais qu'on n'était pas tout à fait complètement outillé pour le décider, parce que dans l'enquête, on s'est aperçu qu'un certain nombre d'hommes, assez peu fréquents, avaient omis de déclarer certains de leurs enfants. Notamment des pères qui, après divorce, avaient perdu trace ou n'avaient plus de contact avec leurs enfants pour diverses raisons, et probablement ne les avaient même pas déclarés dans l'enquête. Donc ils sont sans doute un petit peu sous-déclarés. En tout cas, la question se pose dans les évolutions futures de la famille, avec les recompositions familiales, les remises en union, les demi-frères, demi-sœurs qui augmentent en nombre. Est-ce qu'on ne va pas retrouver un petit peu ce qu'on observe dans ces sociétés apparentées très asymétriques? Je vous remercie.